Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Damn, ok, je n'étais pas prête. Donc, merci d'être présent ce soir à notre événement Communication scientifique pour le grand public en collaboration avec le CR+. Donc, c'est notre 4e édition ce soir en collaboration avec le CR+. Fait que on peut déjà les remercier d'être présents. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, moi, il faut que je me présente. Hey, j'oublie tout le temps de me présenter, je m'excuse. Je me présente, Gaëlle Lajeunesse. Je suis coordonnatrice de l'équipe de Sherbrooke de Bistro Brain. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Bistro Brain, on est un organisme à but non lucratif qui fait des événements de vulgarisation scientifique. Une fois par mois à Sherbrooke. On a aussi des événements à Montréal. Donc, c'est un organisme qui a été fondé en 2017, dont le but est de partager la science par le plaisir. On a aussi un podcast, La tête à Papineau, et on donne des formations en communication scientifique également. Donc, ce soir, c'est un format un peu spécial. On va avoir 8 présentations de 5 minutes chacune, puis il va y avoir 1 à 2 questions du public par présentation. Et donc, ça va aller un peu plus vite. On va prendre une petite pause d'une dizaine de minutes à la moitié des présentations. Avant de commencer la soirée, je voudrais remercier nos commanditaires sans qui on ne serait pas capable de faire ce genre de soirée. Donc, nos commanditaires pour ce soir, il y a le REMDUS, la FIRST, le Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures, le SAREUS, les FRQ, l'UMEN et le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Donc, on peut les applaudir. Avant de commencer la soirée avec nos présentations, j'inviterai Olivier Robin à vous dire quelques mots sur le cours Communication scientifique pour le grand public. On peut l'applaudir. Non, tu peux le prendre. One, two. Et voilà. Merci. Merci, bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Olivier Robin, je suis professeur en génie mécanique. Ma spécialité, c'est l'acoustique. Je vous en parlerai un peu plus tard. Je vais essayer de faire une introduction courte, une fois n'est pas coutume. Moi, je suis professeur, je suis chercheur. Mon métier, c'est de donner des cours, c'est de former des gens, essentiellement à savoir faire de la recherche. Okay ? J'encadre des gens à la maîtrise, au doctorat, et j'essaie de leur apprendre à faire de la recherche. Et la recherche, essentiellement, ça passe par écrire des articles scientifiques. À date, on forme les gens à écrire des articles scientifiques. C'est très bien, moi je sais écrire ça, j'en fais plein. Sauf qu'il ne vous aura peut-être pas échappé que contextuellement, le nouveau président élu d'un pays qui est assez proche de nous a une vision assez polarisée des choses, spécialement de la science. Et de toute façon, en général, dans notre société, la communication devient extrêmement polarisée. Okay ? Et je pense qu'il est presque de notre devoir en tant que scientifique de former les gens à savoir écrire de la bonne science, de faire des articles, de passer ça dans les journaux pour montrer qu'on sait faire de la science, mais on doit savoir parler à la société. Parce que si on veut contrer les problèmes de polarisation de la société, la pseudo-science et ainsi de suite, faut des gens qui sachent vraiment adapter leur discours à qui ils ont en face d'eux ou d'elles. On a monté un cours il y a quelques années grâce au CR+, et à Sophie Malavoie qui vous parlera tout à l'heure. Et le but, c'est d'accompagner des jeunes étudiants, étudiantes, maîtrise, doctorat, à savoir faire cette switch, cette transformation de parle aux gens de tous les jours, parle aux gens de ta science. Et le plus important, c'est peut-être de transférer ça et de montrer que c'est passionnant. On voudrait bien montrer aussi que faire des études à l'université, c'est pas plate à mourir, mais que c'est super intéressant et c'est pas en montrant aux jeunes, au grand public, « Ah, regarde, j'ai publié un bel article scientifique, donc on ne comprendra rien dès la 3e phrase. » C'est pas comme ça qu'on va faire vibrer les gens. Donc le but, j'espère que ce soir, ces gens vont vous faire vibrer. Merci. Merci, Olivier. Donc, finalement, la mission du CR+, du cours Communication scientifique pour le grand public, du moins, et celle de Bistro Brain se rejoignent beaucoup. Et donc, c'est ce qui a mené à cette collaboration qui dure depuis maintenant 4 ans déjà. Donc, sans plus tarder, on va commencer notre soirée avec Sophie Malavoie, qui est animatrice et formatrice et consultante en communication scientifique et qui donne le cours Communication scientifique pour le grand public avec Olivier Robin. Et elle va nous parler un peu d'histoire en communication scientifique aujourd'hui. On l'applaudit.
Bonsoir. Alors d'abord, c'est assez... Pourquoi je vous parle d'histoire de la vulgarisation scientifique? En fait, c'est un sujet comme un autre. Moi, je ne fais pas de recherche à proprement dit, mais j'enseigne la communication scientifique. Donc à chaque fois, j'essaie de trouver des sujets, bon, pertinents ou pas, mais en tout cas qui pourraient éventuellement intéresser les gens. Pourquoi l'histoire de la vulgarisation scientifique? C'est parce qu'on vit un engouement pour la vulgarisation. Écoutez, la salle est pleine, il y a de plus en plus de cours de vulgarisation scientifique, j'en sais quelque chose, de formations qui sont organisées, des concours, ma thèse en 180 secondes, Dance Your PhD, Name It, l'ACFAS en fait. Bref, ça a le vent dans les voiles. Et on a tendance à dire, hey, c'est chouette, les scientifiques enfin sortent de leur tour d'ivoire. C'est vrai, c'est magnifique, c'est beau, mais ce que je vais essayer de vous dire ce soir, c'est qu'en fait, la tour d'ivoire, ils n'y ont pas toujours été, les scientifiques. Et qu'on oublie qu'avant le moment de la spécialisation, qui a fait que les gens se sont concentrés sur leur recherche parce que ça devenait de plus en plus spécialisé, mais avant, les scientifiques, ils faisaient beaucoup de vulgarisation. Il y a même des très grands scientifiques qui ont fait de la vulgarisation et qui en ont fait vraiment comme une partie de leur carrière. Donc c'est un peu ça que je vais vous présenter très rapidement et vous dire aussi que ces pionniers, ils ont eu des réflexions incroyables qui résonnent encore actuellement. Alors, pour aller vite, parce que c'est court, 5 minutes, Marie Murdrack, pourquoi je parle d'elle? Ce n'est pas vraiment la pionnière de la vulgarisation scientifique, mais c'est le premier ouvrage écrit par une femme. Elle a écrit pour la chimie charitable, j'adore le mot charitable, et facile en faveur des dames. Donc ça, on est au XVIIe siècle. Une femme chimiste qui écrit un livre pour les femmes, vraiment des choses pratiques. C'est un manuel pratique où est montré comment faire des remèdes et des produits de beauté. Et elle, ce n'était pas anodin, parce qu'elle voulait justement se permettre, en tant que femme, de faire étalage de ses connaissances. C'est ce qu'on disait, les femmes, en général, on les mettait dans les salons, mais ce n'est pas elle qui parlait. Et c'est une des premières qui, vraiment très féministe, disait l'esprit n'a pas de sexe, que l'esprit des femmes est aussi performant, aussi fort que l'esprit des hommes. Donc c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Pour aller plus vite, un peu plus, bon, le vrai pionnier qu'on va citer dans tous les livres d'histoire de la vulgarisation scientifique, c'est aussi à la fin du XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle, c'est Bernard Le Bouillet de Fontenelle, on va dire Fontenelle. Et lui, ce qui est assez intéressant, bon, il a commencé par publier un livre, Les Entretiens sur la pluralité des mondes, donc un ouvrage de vulgarisation. C'était très marrant parce qu'il y avait une mise en scène. C'est un dialogue entre un savant et une duchesse. Un peu comme on va faire dans les livres de fiction ou dans les BD où on a dialogue savant et néophyte. Mais surtout, ce qui va le rendre très célèbre, Fontenelle, et qui va en faire vraiment un pionnier de la vulgarisation scientifique, c'est qu'il va être nommé secrétaire de l'Académie des sciences. Et une fois qu'il est secrétaire, il décide, et c'est vraiment une mission qui se donne, qu'il faut rendre la science accessible au grand public. Donc il va publier des comptes rendus, vulgarisés pour cette époque, et il va s'y consacrer toute sa vie. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez remarquable. Et c'est un peu un visionnaire, parce que déjà, Olivier parlait de la pseudo-science, la désinformation et tout ça. Fontenelle était sensible à ça. Il disait qu'il faut que la science se rende au public, qu'il soit capable de réfléchir. Et entre autres, il voulait combattre les idées reçues, parce qu'il disait on présente un merveilleux qui peut être faux. Et il avait compris que la vulgarisation, ce n'est pas de l'enseignement. Il ne s'agit pas d'enseigner, mais il parlait de divertir. Donc déjà, il avait toutes les bases. Je passe vite. Je saute avec François Arago. François Arago, c'est un astronome. Et lui, là, on va commencer à entrer. Là, on est plus, si vous voulez, à la fin du 18e, début 19e. Mais là, j'ai fait des sauts de puce. Il y a eu beaucoup de monde entre-temps. Mais François Arago, il va être très connu comme vulgarisateur. C'est un astronome qui va continuer sa carrière de chercheur. Mais lui, ce qui était fascinant, c'est que il s'est mis à faire des conférences à l'Observatoire. C'est un endroit où il y avait des conférences publiques et aussi au Muséum d'histoire naturelle. Et ça va devenir excessivement couru. Lui, il disait, je veux rendre l'astronomie agréable, passionnante. Il dit, j'ai envie que dans les salons, les femmes discutent de parallaxe et d'orbite. Et ça va fonctionner. Et il se disait, il faut que la science soit accessible et comprise. Alors, il avait un truc marrant dans ses conférences. Il avait ce qu'il appelait le thermomètre intellectuel. C'est qu'il prenait une salle, comme ça, et il fixait un peu le visage le plus fermé. Moi, je ne vais pas dire vous ou vous, mais en tout cas, un visage fermé qui n'avait pas l'air vraiment très enthousiaste ou de comprendre, un peu le visage de l'abruti typique. Bon. Il le fixait, et quand il parlait jusqu'à ce que ce visage s'illumine. Et quand ce visage s'éclairait, il disait, là, je sais que si lui a compris, tout le monde a compris. C'était son thermomètre intellectuel. Donc il avait compris que la vulgarisation, c'est bien beau, mais il faut rendre son chose accessible. Là, je passe à Michael Faraday, que vous connaissez peut-être, mais ça, c'est un peu
mon préféré en fait, lui, ça va carrément devenir, autant Arago était devenu très connu, Faraday va devenir une star de la vulgarisation scientifique. Et ce qui est fascinant, c'est que ça va devenir une star de la science aussi. Il va mener les deux carrières de front. Ça va être un scientifique excessivement connu. On lui doit les électrodes, l'électrochimie, le moteur électrique, la cage de Faraday et Némit, les ondes électromagnétiques. Et il y a beaucoup de choses qui viennent de Faraday. Il va être un chercheur excessivement prolifique, mais il va faire des conférences. Et il va notamment, un des premiers livres qu'il publie, c'est l'histoire d'une chandelle. Et pour vous dire que ça a un impact, c'est encore, vous pouvez le commander sur Amazon, c'est encore réédité. Et l'histoire d'une chandelle, c'est qu'il a pris un truc tout bête, à partir de la combustion d'une chandelle, il s'est dit, bien, je vais expliquer des phénomènes de la chaleur, de la combustion, de l'énergie, de la matière et tout ça. Et ça a eu un succès retentissant. Et ça continue d'ailleurs d'être édité. Puis ce qu'il a fait, Faraday, qui l'a rendu encore plus connu, ce sont ces fameuses conférences, démonstrations. Et là, on entre carrément dans le spectacle. Il allait dans les foires, il allait dans des endroits où il faisait ses spectacles, à la Royal Institution à Londres. Et c'était rempli, hein, c'est comme un show de U2. Et finalement, Faraday, dans ses conférences, démonstrations, a pu aborder toutes sortes de sujets, rejoindre des gens. Et pour vous dire que ça a eu un impact, la Royal Institution fait encore des conférences de Noël. C'était comme ça qu'il appelait ses conférences, les fameuses conférences de Noël. Quand vous tapez conférences de Noël sur Google, vous allez voir qu'il y a plein d'universités américaines qui organisent des conférences de Noël. Et même ici au Québec, le centre des démonstrations en sciences physiques du Cégep Félix-Antoine Garneau, ils font des conférences de Noël. Donc ça, c'est conférences démonstrations où on fait des spectacles, un peu comme Yannick Bergeron, les spectacles de chimie. Faraday a commencé à faire ça. Et là, on est quand même au 19e siècle, au tout début. Je continue parce que 5 minutes, là, vous voyez, les conférences de Noël, vous le voyez, là, c'est vraiment le show. Il a une table, il fait des expériences, ça saute, ça bouge, ça fait des bulles. Et ça fonctionnait très bien. Et ça faisait la science de divertissement, mais en même temps, il passait beaucoup d'idées. Le dernier que je veux présenter, c'est Camille Flammarion, parce que là, ça va être encore l'essor en plus grand de la vulgarisation scientifique. Camille Flammarion, c'est le frère d'Ernest Flammarion qui a fait les éditions Flammarion. Mais lui, c'était un astronome et un physicien. Il va donner beaucoup de conférences, mais surtout, il va être très prolifique en termes de publication. Et il va avoir une vision, c'est un des premiers qui a dit il faut parler de science, mais d'une façon interdisciplinaire. Je ne veux pas juste parler de science, je veux parler aussi de philosophie, de religion, de culture. Donc des choses qu'on dit maintenant. Quand Lévy-Leblond dit qu'il faut mettre la science en culture, mais Flammarion le faisait. Mais le faisait il y a plus d'un siècle et demi. Donc c'est pour vous dire que toutes ces bases étaient déjà là. Donc j'en dis pas plus parce que c'est très court, 5 minutes, mais vous voyez les livres qu'il a publiés, et on pourra en publier. Il y en a, Flammarion a été très prolifique. Il a même parti, c'était le début de la vulgarisation des séries, la Bibliothèque des Merveilles. C'était des séries de livres sur la vulgarisation. Maintenant, bon, c'est très classique, mais ça n'existait pas à l'époque. Le plus drôle, c'est qu'il publiait ça à Hachette. Ça n'était pas que son frère aurait une maison d'édition. Et je veux juste terminer, parce qu'on ne peut pas sauter toute la... Ça serait très long, on pourrait parler des heures de vulgarisation scientifique, mais vous dire qu'entre toutes ces époques, ces précurseurs et maintenant, quand je vous dis 2017, d'après vous, c'est quoi 2017 ? 2017, la création de Bistro Brain. Donc, je fais un saut pour vous dire, bon, entre tous ces précurseurs et ça, 2017, c'est Bistro Brain. C'était juste pour vous dire, vous allez entendre les successeurs des vulgarisateurs dont j'ai parlé. Ce sont des gens qui font en recherche, mais qui ont à cœur de ça. Donc, il y a une longue tradition. Ce n'est pas de décennies dont on parle, mais de plusieurs de siècles, de 300 ans. Merci. Merci, Sophie. Donc, par souci du prochain présentateur qui doit quitter, comme maintenant, en fait, on va skipper ta période de questions, Sophie. Je suis vraiment désolée, mais je suis pas mal sûre que Sophie va rester disponible si jamais vous avez envie d'aller lui parler pendant la pause. Merci, Sophie. Donc, j'inviterai maintenant Amadou Diallo, étudiant au 3e cycle de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, qui vient nous parler un petit peu de son histoire. Allô, bonsoir à tous. Vous voyez, je me mets la pression pour vous présenter mon histoire, comme elle a dit, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et l'histoire, c'est quoi? C'est une histoire
dont les Africains vivent il y a plus de 60 ans aujourd'hui. Après les indépendances, on pensait que la solution y est. Parce que l'Afrique, c'est un continent qui est doté quand même de beaucoup de ressources. Mais jusque-là, les problèmes s'empirent. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène connu, mais dans un contexte peu différent. Le phénomène, c'est quoi? C'est l'insécurité alimentaire, la sous-alimentation, la malnutrition. Ce phénomène s'aggrave dans ce continent en lien avec ce qu'on appelle l'exploitation minière. De côté, le pays il est béni parce que tout le monde entend parler que l'Afrique, vous voyez les grains, il y a de la nourriture, pas de la nourriture, mais il y a des ressources naturelles. Et cette ressource naturelle est de nature brute, elle n'est pas exploitée sur place. Il y a la présence des usines internationales qui exploitent. Mais par manque de développement, par manque de technologie, on est obligé d'importer, aller produire ailleurs. Et ce qui revient à l'Afrique est très peu. Et ça n'arrive pas à compenser les besoins dont nous avons en Afrique. Alors, les statistiques disent que malgré il y a une abondance de ressources naturelles, il y a quand même 112 millions d'enfants qui n'arrivent pas à avoir 3 repas par jour. J'espère que vous avez eu vos repas par jour aujourd'hui. Moi, je n'ai même pas encore mangé. Il se peut. Et c'est un phénomène que vivent beaucoup d'enfants, beaucoup de familles en Afrique. Je pense que ça doit changer. Et avec ma modeste contribution et ce que les autres vont faire, on espère que ça ira. La sous-alimentation augmente plus de 21% selon les statistiques. Et ces anomalies deviennent très graves. Il y en a plusieurs anomalies qui engrainent le pays et l'Afrique aujourd'hui. Moi, j'en ai vécu un. On a des ressources naturelles, on a la présence des institutions internationales, européennes, chinoises, américaines, comme vous le savez tous. Mais on n'a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. Moi, je marchais 5 kilos pour aller à l'école. Imaginez ce que ça fait, sous le soleil. Ici, il y a les bus un peu partout. Quand je suis arrivé au Canada l'année passée, c'était vraiment imaginable. Je ne pensais pas, quand même, j'entendais, je connais parce que j'ai étudié le développement, ça existe. Mais l'abondance des bus à tout moment, dans tous les coins, nous souffrons ce phénomène en Afrique. 5 kilos pour aller au collège pour un enfant, à moins de 2 heures du temps pour faire un aller-retour dans ma journée. Je n'avais pas besoin de faire de sport, comme madame va présenter après moi, parce que je fais le sport tous les jours. Vous voyez ce qui se passe. Alors, la sous-alimentation engraine l'Afrique. De 2013 à 2023, les statistiques des Nations Unies montrent que ça ne fait qu'augmenter. Ça ne diminue pas. Et le monde évolue. Vous voyez la carte de l'Afrique. Partout, il y a rouge. Ça veut dire qu'on est en présence de crise alimentaire. Et puis, à l'état d'urgence. Ce n'est pas des niveaux bas, c'est à l'état d'urgence. Presque toute l'Afrique subsaharienne subit les mêmes phénomènes. Vous voyez les traits, ça veut dire qu'il y a des conflits. Parce que si les gens ne mangent pas, ils sont frustrés. S'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de voie de route, vous marchez sous le soleil, vous devenez frustré. Alors ça provoque assez de conflits en Afrique. Par contre, il y a quand même un don de ciel. Il y a une panoplie de ressources. Regardez avec moi, il n'y a pas un seul pays en Afrique où vous ne trouverez pas une ressource naturelle. Ce n'est pas vous qui avez donné ça, ce n'est pas moi, c'est un don de Dieu. Je pense qu'on doit l'exploiter afin que ces pays-là survivent au moins un peu. Moi, je vais vous parler spécifiquement de mon pays, la Guinée, d'où je viens. La Guinée, c'est juste là où il y a le pointeur. Vous voyez avec moi, c'est écrit de l'aluminium. Je ne sais pas si vous savez ou si vous avez entendu parler de la Guinée, le pays de Sékou Touré, celui qui a fait monter les idées d'indépendance.
Dans ce pays, l'aluminium, ça ne finit pas, j'espère. Parce que nous sommes aujourd'hui, pendant la colonisation et après, ça s'exploite. Et ça n'a pas changé. Jusqu'à date, on est le premier producteur de bauxite qui est transformé en aluminium et le deuxième exportateur de l'aluminium après l'Australie. Et jusque-là, on continue à souffrir. Aujourd'hui, moi, mon sujet, c'est quoi? C'est de voir l'impact que ça cause, l'exploitation minière, l'effet que ça fait sur la population locale. Parmi les effets, il y en a plein, mais j'ai pris juste les effets majeurs. La fertilité du sol diminue. Lorsqu'on fait de l'agriculture aujourd'hui, ça ne donne pas parce que les usines sont en train d'exploiter. Ça diminue la fertilité de la terre. La pollution de l'environnement, ça ne finit pas. La cherté de la vie, malgré la présence, il y a un peu de routes, un peu d'écoles, mais la vie devient chère lorsqu'on exploite une localité. Et puis les gens migrent parce que vivre là, c'est compliqué. On n'a pas assez de revenus pour vivre ici. Alors, moi, je vais faire ce qu'on appelle l'évaluation d'impact et je vais utiliser une méthode PSM. Cette méthode est appliquée dans le contexte de l'extraction minière. Ce que je vais faire, c'est d'essayer de trouver ce que souffrent ces populations locales. Ça, c'est la carte de la Guinée. J'ai pris deux groupes. La zone nord-ouest, c'est la partie où on exploite beaucoup plus la bauxite. Et dans cette ville, dans ces différentes villes, bien sûr, les gens souffrent. Mais de l'autre côté, c'est quand même 35% de notre PIB. On ne peut pas dire stop, arrêter l'exploitation. Il y aura un grand impact aussi sur le pays. Et donc, je vais prendre un autre groupe dans la zone sud et je vais appliquer la méthode. Je suppose qu'ils ont les mêmes caractéristiques, mais la seule différence, c'est la présence des zones minières. Ici, on exploite, ici, on n'exploite pas. Je vais faire la méthode, essayer de trouver l'impact. Quand je vais déterminer la nature de l'impact, je vais analyser, essayer de quantifier la compensation. On sait que la compensation, peut-être, ça va être redistribuer les ressources, les impôts, les taxes que payent ces usines. Peut-être il faut construire encore plus des routes, ajouter le nombre d'infrastructures qu'il faut, ou peut-être il faut donner des services gratuits. Tel est mon objectif. Jusque-là, je cherche à comprendre ce qui se passe, parce que je sais que les entreprises là payent des impôts quand même. Mais pourquoi la population locale n'en bénéficie pas? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc, tel est mon objectif. Je vous remercie. Merci. On va avoir le temps pour une question. Pas de question? Vas-y. Merci pour votre question. Dans cette zone, au niveau du ministère des Mines et des Géologies, on peut retrouver toutes les entreprises qui interviennent. Tous les impôts qui sont payés et toutes les taxes, les impôts qui sont payés peuvent être répertoriés au sein de ce ministère. Et de l'autre côté, il y a le ministère des Impôts qui est là. Donc, il y a les moyens pour connaître ce qui est payé et qui interviennent. Ce qu'on ne maîtrise pas beaucoup au niveau de l'État, parce que tout le problème regorge les institutions locales, c'est la redistribution de ces impôts. Est-ce que ça va dans les bénéfices de la population locale ou ça en va dans leur poste peut-être, on ne sait jamais. Il faut aller collecter ces informations, aller aussi collecter au niveau des populations locales les effets que ça leur donne et essayer de quantifier dans le modèle. Je vous remercie.
Merci, merci. Donc, on va maintenant y aller avec notre troisième présentateur, Arsène, qui est doctorant en génie électrique au 3IT à l'Université de Sherbrooke et qui vient... Voyons. Allez, je vais arriver, je m'excuse. Et qui vient nous parler de capteurs et d'électronique ce soir. Allô? Pardon, je suis arrivé un peu tôt sur scène. J'aurais pu attendre les applaudissements. Ça vous est tous arrivé un jour d'utiliser tellement votre téléphone qu'en le remettant dans votre poche, vous avez remarqué qu'il chauffait. Alors, bien que cette sensation soit agréable, je vais faire ça parce qu'après c'est utile. Alors, bien que cette sensation soit agréable, c'est vraiment pas ce que l'on veut si on veut un téléphone qui dure plus de 3 ans. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ceci? C'est ce que vous avez dans votre téléphone. Alors évidemment, c'est un petit peu plus petit que ça. C'est ce qu'on appelle un circuit imprimé ou PCB pour les intimes. Il y a à l'intérieur tout un tas de composants, de la résistance, du condensateur, de l'AOP et j'en passe. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ceci. Ce qu'il y a au milieu, une puce électronique. À 3, je vais vous demander de dire « Oh, la belle puce ». 1, 2, 3. « Oh, la belle puce ». Comme je vous comprends, et c'est vrai qu'elle est jolie. Je remarque que vous êtes nombreux aujourd'hui. Alors imaginez que vous soyez le double, le triple, voire le quadruple. Vous imaginerez que cette salle sera beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui, là. Eh bien, dans une puce, c'est exactement la même chose. On a des transistors, qui seraient l'équivalent de vous, et on en intègre de plus en plus dans un espace de plus en plus petit. Évidemment, ça chauffe. À l'intérieur, on a un matériau. C'est très compliqué, le micro, là, qui est... On a à l'intérieur donc des matériaux qui, lorsqu'on a une variation de température, quand il se refroidit, il se rétracte, et quand il se réchauffe rapidement, il se dilate jusqu'à éclater. C'est exactement ce qui se passe dans une puce. Et évidemment, ce n'est pas ce que l'on veut. Alors ce que l'on fait, c'est un assemblage. Donc on vient superposer des couches qui viennent supporter mécaniquement la puce, qui viennent la protéger à la manière du capot, qui est la face visible de la puce, ou alors par exemple la pâte thermique qui vient dissiper la chaleur. De la même manière que le capot, on va utiliser un matériau qui vient dissiper cette chaleur. Alors moi j'aimerais savoir s'il y a des matériaux qui sont plus efficaces ou des techniques qui sont meilleures, par exemple ajouter une ventilation par-dessus. Mais avant de savoir quel matériau sera le plus efficace, il faut d'abord le comprendre et mesurer cet impact. Eh bien, quoi de mieux que pour mesurer cet impact que d'intégrer des capteurs de température sur les différentes couches? Et quoi de mieux que d'intégrer directement entre chaque couche pour comprendre les interfaces entre les matériaux? Alors, super. Moi, j'ai mon objectif. Je vais fabriquer mes capteurs de température dans mon assemblage. Alors évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Je prends mes petits produits chimiques, je prends mon marteau. Un marteau, c'est un peu compliqué, mais je prends mes produits chimiques et je fabrique mes capteurs. Problème, sinon c'est vraiment pas rigolo et ce ne serait pas de la recherche, je dois fabriquer des capteurs très petits qui s'intègrent à l'intérieur, de la taille d'un cheveu. La taille d'un cheveu, c'est quelques micromètres. J'en profite d'en avoir encore pour vous en présenter un d'ailleurs. Et puis ce cheveu, je dois l'intégrer sur une surface qui n'est pas du tout adaptée pour ce genre de fabrication. Il faut que j'intègre quelque chose qui soit plat sur quelque chose qui est très rugueux, tel une montagne. C'est un peu comme construire une maison sur une autre maison, très compliqué. Donc voici ma recherche. Je fabrique des capteurs de température dans mon assemblage. Elle est résumée en 5 minutes. Donc de la microfabrication, de la chaleur et beaucoup de patience. Je vous remercie. Merci, Arsène. Est-ce qu'il y avait des questions? Vas-y. Oui. Alors. Juste répéter la question dans le micro, s'il te plaît.
Alors, ta question, c'était est-ce qu'il y a un minimum de miniaturisation qu'on peut avoir? Oui. Alors, oui, évidemment, ça dépend. Donc, justement, moi, j'ai des contraintes que j'ai exposées. Donc, par exemple, la rugosité. Donc là, ça va me permettre de définir un petit peu la taille que je peux fabriquer. Parce qu'évidemment, je ne peux pas fabriquer quelque chose qui soit trop petit avec une rugosité qui est énorme. C'est par exemple un exemple. Donc oui, j'ai des contraintes. Je ne peux pas aller de l'ordre d'un transistor qui est d'aujourd'hui de l'ordre du nanomètre. Donc là, je suis de l'ordre du micromètre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On aurait le temps pour une deuxième question. Vas-y. Oui, c'est exactement le problème. Et c'est ce que je veux mesurer. Justement, pardon, je n'ai pas répété la question. S'il y a deux matériaux qui sont collés et un qui s'expand plus que l'autre, est-ce que ça pose problème? Oui, c'est exactement le phénomène qui se passe. C'est à l'interaction entre ces deux matériaux. Il y en a un qui va se dilater plus rapidement, l'autre moins rapidement, et ça crée encore plus de contraintes. Je l'avais montré avec qu'un seul matériau, avec la pâte à fixe, mais ça s'amplifie avec deux matériaux collés entre eux. Super, merci Arsène. Donc, on va y aller maintenant avec la dernière présentation avant la pause. Donc, j'inviterai sur scène Louise, étudiante au doctorat en deuxième année, qui travaille sur les différences de préférence d'activités sportives chez les adolescents entre le Québec et la France. Donc, elle va venir vous expliquer un peu plus ça en détail. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler de sport et d'activité physique. Ne partez surtout pas en courant. Je ne vais ni vous proposer un cours d'éducation physique, ni une envie de vous inscrire à un marathon demain. J'espère que ce sera plus fun. Alors pour commencer, tout d'abord, l'activité physique, c'est quoi? C'est pas juste mettre ses baskets et aller courir un marathon ou encore faire des pompes devant votre télé ou que sais-je. L'activité physique, c'est défini selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, comme un mouvement corporel qui est produit par la contraction de vos muscles et qui va générer une dépense d'énergie. Donc, c'est par exemple, ça peut être marcher, comme je suis en train de le faire devant vous ce soir. En plus, je stresse et je parle, donc je dépense encore plus d'énergie. Ça peut être aussi monter les escaliers, faire du ménage ou du jardinage. Tout ça, c'est de l'activité physique. Le sport, lui, quant à lui, est défini finalement comme une composante de l'activité physique, mais qui est régie par des codes et des règles. Par exemple, le basket, la natation ont des codes et des règles qui leur sont propres à la pratique. Et pourquoi c'est important de faire de l'activité physique? Tout d'abord, c'est bon pour votre corps, ça booste votre santé cardiovasculaire, ça améliore votre posture, ça améliore aussi vos os, vos muscles, ça permet aussi de réduire certains types de cancers. Mais c'est aussi bon pour votre esprit, ça permet de rendre de meilleure humeur, ça diminue le stress et ça améliore aussi votre capacité de concentration. C'est un peu finalement comme un remède magique, un remède magique, un peu aussi comme une pilule sans ordonnance, ça vous permet de vous sentir mieux. Les constats positifs de la pratique d'activité physique amènent l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, à émettre des recommandations pour les enfants et les adolescents et aussi pour les adultes. Chez les enfants, ils recommandent de faire au minimum 60 minutes d'activité physique par jour. Donc c'est par exemple, comme je vous l'ai dit, courir, marcher, se déplacer. Et ça peut aussi inclure votre musique préférée. Chez les adultes, c'est normalement le cas de tout le monde ce soir ici, enfin je l'espère pour vous tous, on recommande de faire entre 150 et 300 minutes d'activité physique par semaine. Donc oui, pour nous, c'est par semaine. Donc ça équivaut à quoi? À peu près entre 20 et 40 minutes par jour. Et donc je trouve que c'est quand même plutôt facile quand on comprend que finalement, faire de l'activité physique, ça commence juste par marcher. Vous pouvez même rajouter, par exemple, aller promener votre animal de compagnie, ça rentre aussi comme de l'activité physique. Mais parce qu'il y a un mais, voilà le problème, beaucoup d'adolescents aujourd'hui ne bougent pas assez. C'est à peu près 82% des adolescents sur cette planète qui n'atteignent pas les recommandations d'activité physique. Autrement dit, entre nous, on peut dire que c'est 80% d'adolescents qui ont un peu la flemme. On peut le définir comme ça. Imaginez, vous, quand vous étiez plus jeune, ou même un adolescent qui a vachi sur son canapé et qui a la main dans le paquet de chips, ou comme nous, ce soir, on mange tous des choses pas terribles. Et le sport, bof, c'est pas trop son truc, et pourtant, ce sont eux qui en auraient le plus besoin à un moment de leur vie où, en fait, le corps et l'esprit se développent très vite.
Et c'est là que ma thèse rentre en jeu. Je me suis posé une question simple, mais ô combien complexe, je vous l'assure. Qu'est-ce qui ferait bouger les adolescents? Qu'est-ce qui pourrait leur donner envie de se lever et de bouger? Selon spoiler alert, ce n'est pas une question de motivation ni une histoire de coup de pied dans les fesses pour les amener à bouger. Et c'est spécialement ce que j'étudie. Qu'est-ce qui fait vibrer les adolescents quand ils bougent? Est-ce qu'ils préfèrent les activités entre amis, les transports actifs ou encore les activités un peu plus créatives, comme par exemple la danse ou la gymnastique? Et si on leur proposait aussi des jeux vidéo actifs, comme par exemple Just Dance? Et pour enrichir tout ça, je fais une comparaison entre les adolescents de France et du Québec. Pourquoi? Vous allez me poser la question. Parce que la culture, mais aussi la géographie, l'endroit où je me trouve dans le monde, m'amène à ce que je vais m'engager et pratiquer une activité qui est différente. Par exemple, en France, je suis française, peut-être que vous l'avez reconnu à mon accent. En France, on valorise souvent la performance. On valorise souvent la performance au travers, par exemple, du soccer, même si c'est le football plutôt chez nous, la natation ou encore l'athlétisme, tandis qu'au Canada, c'est plutôt les sports de plein air ou encore d'équilibre qui sont valorisés, comme par exemple le baseball ou le hockey. Et aussi, au Québec, on valorise l'activité physique, notamment dans un but de santé. Donc moi, mon travail, c'est de trouver des choses qui pourraient fonctionner partout, qu'on soit en France ou au Québec, mais aussi ce qui pourrait être adapté localement. Mon objectif final, c'est simple, transformer l'activité physique en quelque chose d'irrésistible, une expérience si fun qu'elle pourrait être aussi fun que votre série préférée sur Netflix. Imaginez des adolescents ou des interventions à l'école scolaire où les adolescents attendent l'heure de la récréation et attendent l'heure d'éducation physique, comme l'heure de la récréation, où bouger devient une source de plaisir et d'envie. En gros, leur donner les clés pour les intégrer le mouvement dans leur vie, non pas par obligation, mais par envie. Alors, qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, je vous pose la question. Moi, en tout cas, j'y crois. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Excuse-moi, parce que je te vois pas vraiment très bien. Oui. Alors, la question, je vais la répéter, c'est est-ce que la santé mentale peut avoir un impact et si, auquel cas, il y a eu une histoire de génération? C'est un peu ça ta question. Alors, moi, je suis prof de PS, donc je t'avoue que je ne m'interroge pas vraiment sur la santé mentale. Je peux juste dire qu'effectivement, pratiquer une activité physique diminue tout ce qui est stress, effectivement, peut avoir des effets bénéfiques sur ta santé. Je me suis intéressée, si je peux parler un peu plus de santé mentale pour les personnes qui sont là ce soir, notamment à la pratique d'activité physique chez la population universitaire. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que notamment tout ce qui est le stress académique peut amener à un stress, à un burn-out qui est lié au stress académique et que pratiquer une activité physique peut permettre de réduire. Après, ta question est très complexe à répondre. Je sais pas. Hey, là, il y a genre 3 questions. Là. Battez-vous. Non, Moi, c'est plus un commentaire, là, mais pour la personne qui a posé la question sur la santé mentale et l'activité physique, elle peut venir me voir à la fin parce que j'ai une maîtrise là-dessus. Ah, voilà. Shout-out à Alexis. Parfait. Effectivement, ça peut avoir un lien. Il y a beaucoup d'études qui ont notamment interrogé la pratique physique post-Covid. Personnellement, je ne me suis pas intéressée, mais en tout cas, moi, en tant que prof de PS, en fait, notre rôle, c'est de donner aussi les clés aux enfants, pas forcément leur donner demain l'envie de devoir s'inscrire à un marathon. C'est ce que je faisais, la petite blague au début. Mais oui, en fait, les profs de PS ont aussi un rôle, mais on peut aussi voir aussi par le prisme des parents qui peuvent avoir un rôle, parce que oui, on a tous été confinés, mais personnellement, si je peux parler de mon cas, après, je suis aussi un cas à part. J'ai fait une maîtrise en activité physique, etc. Mais pendant la période du Covid, je vous pose la question, mais bon nombre d'entre nous ont été plus actifs peut-être que pendant qu'on était à l'école. Mais effectivement, le Covid a été quelque chose qui a pu stopper beaucoup de monde, moi également, mais ça peut être aussi salvateur pour d'autres personnes. Voilà.
Donc, malheureusement, c'était tout le temps qu'on avait pour les questions, mais je suis sûre que vous allez pouvoir aller voir Louise à la pause. Si jamais vous voulez en discuter un peu plus. Donc, sur ce, on va prendre un petit 10 minutes de pause et on revient à 6 heures très exactement. Donc, bonsoir, bonsoir. On va pouvoir reprendre. Ouais, c'est bien ça. On applaudit. Il y a de l'énergie ici à soir. Merci, Alexis, c'est vraiment fin. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on va pouvoir continuer notre soirée avec une 5e présentation. Donc, j'inviterai sur scène Galay, qui est étudiant au doctorat en économie à l'Université de Sherbrooke et il va venir nous parler de production agricole ce soir. J'avais un titre de ma présentation qui était intitulé « Productivité agricole et transformation structurelle ». C'est juste un enchaînement de mots qui ne renseigne pas sur grand-chose. Bon, c'est comme ça qu'on fait, on est des économistes. Mais je vais parler de quelque chose de plus important, de plus intéressant, on va dire, ou de plus fun. Je vais vous parler d'un petit noir. Le petit noir que vous prenez sous votre comptoir le matin. Et je pense que vous l'aurez compris, on parle bien du café. Et pour ceux qui ne le savent pas, le café, c'est une boisson magique qui a cette capacité de transformer des zombies matinaux en des humains fonctionnels. Ou presque, disons. Et l'autre point, c'est qu'en une journée, il y a plus de 2 milliards de cafés qui sont consommés dans le monde. Ce qui fait presque 30 000 tasses de café consommées chaque seconde. Donc, c'est une boisson qui est indispensable au quotidien, on va dire. Et vous le prenez 2-3 gobelets par jour à 2,5 $ en moyenne. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre le lien entre, disons, ce café et cette carte du monde. Vous avez 2 catégories de pays ici. Vous avez des pays en bleu, qu'on appelle communément les pays développés, et les pays en rouge, qu'on appelle des pays en développement. Vous trouverez des pays de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, entre autres. Le constat ici, c'est que dans les pays en rouge, il y a 700 millions, et parmi la population, disons, des pays en rouge, il y a 700 millions de personnes. Donc ça fait 2 fois la taille des États-Unis. Si chacun de ces individus se levait un jour, décidait de ne rien consommer et d'épargner tout ce qu'il aurait de la journée, le soir, il n'aurait pas assez d'argent pour se payer notre gobelet de café de 2,5 $. Il se retrouverait avec moins de 2 $ par jour. Ce sont des individus qu'on caractérise comme étant dans l'extrême pauvreté. Nous, ce qu'on va faire, on va se focaliser sur une partie de ces pays, qui est une région de l'Afrique subsaharienne. Dans ces pays, il y a 40% de la population. Quand vous rencontrez 10 personnes, dites-vous que les 4 sont dans une situation de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés à accéder aux services sociaux de base, notamment à l'eau, à l'éducation, à la santé, à l'électricité. Maintenant, la question qui se pose dans ce cadre-là, c'est comment remédier à cette situation ou pourquoi cette situation? Et c'est là où les économistes interviennent. Une des forces des économistes, et je vais vous le dire aujourd'hui, c'est qu'ils sont très forts pour faire des constats. Bon, souvent ça s'arrête là. Et ici, ils ont fait un constat. Ils se sont dit, d'accord, si on prend les pays en développement, un travailleur sur 2 évolue dans le secteur agricole, c'est-à-dire plus de 55% des travailleurs sont des agriculteurs. Alors que dans les pays développés, il faut prendre 20 travailleurs pour trouver un agriculteur. On a moins de 5% des travailleurs qui sont des agriculteurs. Et l'autre constat qu'ils ont fait encore, c'est qu'un agriculteur dans le pays développé a une contribution à l'économie qui est 30 fois supérieure à un agriculteur qui est dans le pays en développement. Ça pose le problème de productivité. Et là, on en vient à l'autre force des économistes. Ils sont très forts pour inventer des concepts. Ils en ont inventé un concept qui semble compliqué. Ils l'ont appelé la transformation structurelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on déplace le surplus de travailleurs du secteur agricole vers le secteur du service et de l'industrie. C'est tout. Aussi compliqué que le concept puisse paraître. Maintenant, comment le faire? Ça ne va pas se faire. On ne va pas venir et dire, hop, on change de métier. Agriculteurs, déplacez-vous. Ce ne sera pas aussi facile que ça. Mais il faut que ce déplacement soit accompagné d'une amélioration de la productivité du secteur agricole. Et c'est là que moi, j'interviens, en tant qu'économiste aussi, pour parler d'un canal qui a été récemment développé par les économistes, qui est l'insuffisance d'infrastructures de transport dans ces pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait un autre constat. Bon, c'est habituel, mais ils ont fait un autre constat. C'est que dans ces pays en développement, il n'y a pas assez de routes pour relier les régions. Il y a une insuffisance d'infrastructures ferroviaires, donc pas de chemin de fer. Il y a des déficits de ports et d'aéroports même pour les plus grands pays. Et ça fait que si vous êtes un travailleur, vous avez une opportunité dans une autre région pour évoluer dans un autre secteur ou pour vous faire former. Votre difficulté première sera que vous avez du mal à vous déplacer de votre région vers ces autres régions. De l'autre côté, si vous êtes un investisseur, vous venez investir dans l'agriculture, vous avez une très grande production, à la fin, vous aurez du mal à acheminer cette production dans les régions, donc ça posera un problème. Ce qui fait qu'en fin de compte, ces éléments vont entraver le développement du secteur agricole. Donc moi, qu'est-ce que je propose? Moi, je propose de mettre en place un modèle d'équilibre. C'est comme un laboratoire. Et dans ce laboratoire, je vais reconstituer l'économie de ces pays. Je vais mettre les interrelations entre le secteur de l'agriculture, du service, de l'industrie, le commerce à l'intérieur de ces pays. Et je vais voir s'il y a une politique qui venait stimuler les infrastructures de transport. Par exemple, si on construisait une route d'une région à une autre, combien de travailleurs cela permettrait de déplacer de l'agriculture vers les autres secteurs? Donc, un concept économique compliqué, mon sujet de recherche ou mes recherches en tant que doctorant en économie de développement, c'est de quantifier l'impact d'une politique d'amélioration des infrastructures de transport sur la transformation structurelle des pays en développement. Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait des questions? Vas-y, Gab. T'es rendu au micro. Tout d'abord, merci pour ta présentation. C'était bien drôle. Tu disais que dans les pays en développement, le rapport d'agriculture est 30 fois plus grand que dans les pays en... les pays développés est 30 fois plus développé... Excusez. 30 fois plus efficace pour un agriculteur dans un pays développé que dans un pays en développement. As-tu une idée pourquoi? Oui, en fait, en grande partie, il y a l'utilisation de la technologie dans le secteur agricole. Parce que dans les pays en développement, vous pouvez avoir 2 hectares à cultiver. Souvent, ça peut être des agricultures familiales. Vous avez 2 hectares à cultiver et presque 30 personnes qui sont là-bas. Alors que dans les pays développés, vous pouvez voir 5 personnes qui, avec de la technologie, arrivent à exploiter une dizaine d'hectares. Donc, c'est un problème de productivité parce que ce que la technologie est capable de faire en termes de rendement, les travaux manuels ne peuvent pas le faire. Et ce qui fait que le gain qui sera retrouvé au niveau des pays développés sera partagé vers donc, des travailleurs, disons 5 ou 10 travailleurs, alors qu'ici, il faudra cultiver 2 hectares avec tous les efforts, un rendement faible pour que le revenu puisse être partagé entre 30 ou 40 personnes. Donc, c'est ça, fondamentalement, en fait, qui pose le problème de productivité. Merci. Merci beaucoup. Donc, notre prochaine présentatrice arrive de France. Donc, j'inviterai donc Alicia à monter sur scène. Elle est présentement étudiante au doctorat en génie mécanique et elle va venir nous parler d'hypertension artérielle. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer avec une petite question, c'est êtes-vous hyper tendu? Je ne parle pas bien sûr du stress, parce qu'à ce compte-là, oui, moi là, je suis hyper tendu, et si je disais l'inverse, je pense que François Damien me dirait, si je te dis que t'es tendu, Alicia.
Fait que moi, je parle plus d'un point de vue hypertension artérielle. Fait que ça correspond à une pression artérielle trop élevée. Fait que l'hypertension artérielle, ça touche 20% des adultes dans le monde. Le problème, c'est que 50% des personnes atteintes d'hypertension ne le savent pas. Donc, autrement dit, à vue de nez, on va dire que ce soir, on est une centaine. Parce que j'ai pas le compas dans l'œil, puis c'est plus simple. Fait qu'autrement dit, ce soir, il y a statistiquement 20 personnes qui sont atteintes d'hypertension dans la salle, mais 10 ne le savent pas. Et ceci, c'est un problème quand on sait que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, mais que l'hypertension, c'est le premier facteur de risque de développement de maladies cardiovasculaires. Donc, on comprend ici l'intérêt de soigner l'hypertension pour éviter le risque de maladies cardiovasculaires. Le problème, c'est que pour soigner, il faut d'abord diagnostiquer. Donc, pour le diagnostic, comment est-ce que ça se passe? Actuellement, on mesure la pression artérielle donc avec un tensiomètre comme celui-ci, ou vous avez aussi celui-ci que je pense tout le monde a vu, tout le monde connaît, c'est le tensiomètre de bras. Donc, on va porter ça sur le bras pendant une période de 24 heures, puis on va avoir des mesures de pression artérielle toutes les 20 à 30 minutes. Vous avez tous déjà pris votre pression artérielle chez le médecin au moins. C'est pas agréable. On se fait compresser le bras, donc toutes les 20 à 30 minutes, pas cool. On pourrait penser à passer à un tensiomètre de poignet, comme j'ai sur le poignet depuis tantôt. Le problème, c'est qu'on a toujours le problème de la compression du poignet, donc c'est pas agréable non plus, même si c'est moins pire que le tensiomètre de bras. Puis, c'est pas portable dans la vie de tous les jours. C'est vraiment gros. Moi, perso, je me baladerai pas avec ça. Donc, la solution, ça pourrait être de concevoir un tensiomètre, mais qui mesure localement la pression artérielle. Comme ça, on enlève l'inconfort. Donc, autrement dit, moi, je vais vous montrer comment on va passer d'un tensiomètre comme ça, à une montre, comme tout le monde peut avoir. Donc, pour ça, je vais d'abord revenir sur le concept de base, qui est la pression artérielle. Qu'est-ce que c'est? On a tous quelque chose en commun ce soir, c'est qu'on a tous un cœur. Jusque-là, tout va bien. Notre cœur, il fonctionne comme une pompe. Donc, il envoie le sang circuler dans nos vaisseaux sanguins et dans nos artères, fait que la pression artérielle, c'est la pression exercée par le sang dans nos artères. Elle se divise en deux valeurs. On a une pression artérielle haute, qui correspond au moment où le cœur envoie le sang dans les artères, donc au final au moment où il pompe, donc c'est la pression artérielle systolique, et on a une pression basse qui correspond au moment, à la pression entre deux battements cardiaques. Donc c'est la pression artérielle diastolique. Maintenant, comment est-ce qu'on mesure ça? Donc on a besoin de trois choses. Je vais vous prendre l'exemple de quand vous êtes chez le médecin et qui vous fait la mesure avec son stéthoscope. Donc la première chose dont on a besoin, c'est un brassard qui vient appliquer la pression sur les artères. La seconde chose, c'est un manomètre pour mesurer la pression appliquée. C'est là que lit la pression le médecin. Puis la dernière chose, c'est un stéthoscope qui vient écouter l'artère. Donc comment est-ce que ça se passe? Le médecin, il va gonfler le brassard jusqu'à arriver à l'obstruction des artères. Et en même temps, il va écouter l'artère. Donc au début, il ne va rien entendre, puisqu'il n'y a plus de sang qui passe. Il va dégonfler le brassard petit à petit. Puis au moment où il va commencer à réentendre les battements du cœur, ça correspond à la pression haute, donc la pression systolique. Puis en dégonflant, quand il n'entendra plus rien, ce moment-là, c'est la pression basse, la pression diastolique. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer à quelque chose de local, à une mesure locale finalement? Donc, je vous ai dit, on a besoin de trois choses. Donc, pour le brassard, on va le remplacer par un actionneur qui va venir mesurer localement la pression sur une artère du poignet. Ensuite, qui va pas venir mesurer localement, qui va venir appliquer la pression localement sur l'artère du poignet, autant pour moi. Ensuite, on va avoir le capteur de force qui va permettre de mesurer cette pression appliquée sur l'artère. Et ensuite, on va avoir le capteur photoplétismographe, ou PPG pour la simplicité, qui va venir écouter l'artère. Bon, le capteur photoplétismographe, c'est un grand mot, mais je suppose que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. Toutes les personnes, enfin pas savent ce que c'est, mais en ont un sur eux. Toutes les personnes qui ont une montre connectée sur eux en ont un. C'est la lumière verte qui est à l'arrière, là. Je ne sais pas si ça va marcher. Non, faut le secouer. Moi, j'ai pas de montre connectée, du coup, je sais pas. Mais dans le fond, à l'arrière de vos montres connectées, vous avez souvent une lumière verte. Puis ça, c'est un capteur photoplétismographe. Puis c'est ce qui vous permet d'avoir votre rythme cardiaque. Quand votre montre vous donne votre rythme cardiaque, c'est grâce à ça. Donc tout simplement, ce qui fait le capteur photoplétismographe, c'est qu'il vient mesurer les variations de volume sanguin dans l'artère. Donc avec ça, on va voir des pics
de volume sanguin, et c'est comme ça que vous avez votre rythme cardiaque. Et donc moi, je viens combiner ça, finalement, avec un capteur de force et un actionneur, pour faire la même chose qu'avec un brassard, un tensiomètre normal. Fait que, conclusion, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de concevoir un bracelet pour mesurer la pression artérielle localement. Merci. Merci, Alicia. Est-ce qu'il y avait des questions? Je vais y aller avec toi après, Loïc. J'ai une question derrière d'une dame qui s'en vient presque en courant vers le micro. Il y a un micro à l'arrière si tu veux la poser pour que tout le monde t'entende. Allô? Ah, OK. Je voulais juste savoir comment tu vas faire en sorte de... Parce que le stress, c'est un grand facteur aussi, que ça peut faire en sorte comme que la tension, elle augmente, comme qu'elle peut diminuer. Comment que la montre que tu veux faire, mettons, va arriver à faire la différence entre quelqu'un qui est en train de stresser et l'hypertension? Ben, c'est justement tout l'intérêt d'avoir une montre que tu pourrais porter en tout temps, parce que du coup, tu oublierais que tu as une montre, fait que tu ne penserais pas au fait qu'on est en train de prendre ta pression artérielle. C'est comme le syndrome de la blouse blanche, pas mal ça. Okay. C'est le fait que quand on prend ta pression artérielle, ben, surtout si c'est le médecin, automatiquement ta tension va augmenter. Fait que le fait d'avoir une montre qui le fait, t'oublies que tu as une montre. Fait que ça va le faire et t'oublies ça. OK. C'est juste qu'il y en a qui sont des fois diagnostiqués avec l'anxiété générale. Fait que c'est ça, ça va être un petit peu plus difficile pour eux d'oublier la montre. Puis on s'entend comme que, mettons, moi, quand je travaille à l'hôpital, mes patients, des fois, ils ont des tensions à 134 sur quelque chose. Puis là, quand ils stressent, ça monte à 191. Oui, c'est beaucoup, oui. Mais ils sont pas connus hyper tendus, par exemple. Ben, en fait, pour aller plus loin, ça, c'est plus le projet global de mon directeur de recherche. Mais moi, dans l'idéal, ce à quoi servira la partie de mon projet, c'est servir de calibration. Donc, on viendrait prendre la pression artérielle au début, beaucoup, on va dire. Puis, au fur et à mesure, il va y avoir de l'IA qui va intégrer les données et va créer un modèle adapté à la personne. Fait que sur le long terme, il y aura comme plus besoin d'aucune mesure. Genre, ta montre va comme mesurer passivement ta pression artérielle. Mais on a besoin d'une mesure de calibration, puis moi, je suis là-dessus. OK. Fait que dans le fond, globalement, elle va faire comme une moyenne de ta tension durant une journée. C'est à ça qu'elle ressemble. Puis, mettons, si elle augmente ou autre, elle va faire c'est pas normal, il s'est passé ci, ça. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. OK. Tu peux y aller. Oui, je me demandais s'il y avait une inquiétude. Quand on met le brassard, la pression qu'on met sur notre bras est comme diffuse sur toute la grande région d'où est-ce que le brassard est, mais sur la montre, ça va être plus petit. Ça a l'air un peu douloureux sur le dessin, le truc qui doit peser sur ton bras. Est-ce qu'il y a un danger que ça fasse mal? Comment on fait pour éviter? Non, il n'y a pas de danger que ça fasse mal parce que la pression qui va être appliquée ne sera pas plus forte que celle d'un tensiomètre. Fait que là, c'est tout l'enjeu. Moi, justement, je suis sur la preuve de concept de est-ce qu'on peut appliquer localement ce qui est appliqué dans le tensiomètre. Fait que je peux pas dire oui ou non parce que je suis en train de faire la preuve de concept, mais mettons que j'ai des premiers prototypes, puis à date, ça va. Genre, on commence à avoir des premières données. Bon, mon datalogger, mon prototype marche une fois sur deux, mais quand il marche, ça va. Merci. Super, merci Alicia. Donc, on va passer à l'avant-dernière présentation de la soirée. Merci. Par Marc-André Guy, qui est étudiant à la maîtrise en génie mécanique et qui partage son temps entre Sherbrooke et Rimouski. Il vient nous parler ce soir de bruits sonores et qui se passe en fait finalement dans le fond du fleuve. Ce que vous venez de vivre, c'est ce qui est vécu par la majorité des mammifères marins qui ont un bateau passe à proximité. Je m'étais arrangé avec le gars des vues en arrière. Moi, je viens de Québec, puis quand je marche le long du fleuve Saint-Laurent, je m'étais jamais rendu compte à quel point
C'est loin d'être un fleuve tranquille. Quand un bateau passe à proximité, ben, ça gêne vraiment les communications pour tous les mammifères marins parce que les autres, ben, le son, c'est la manière qu'ils utilisent pour communiquer, pour se déplacer, repérer les proies, les prédateurs, pour se reproduire aussi. Ça peut créer aussi un grand stress quand un bateau passe à proximité. Bref, c'est très, très, très dérangeant. Donc, il y a un besoin, puis il y a il y a un grand besoin, en fait, de réduire cette pollution-là sonore issue de la navigation commerciale. Donc, pour y parvenir, ben moi, ce que j'ai tenté de faire, c'est d'essayer, premièrement, de comprendre comment le bruit est transmis dans l'eau. Donc, il y a plusieurs sources de bruit sur un bateau. Je vous laisse imaginer qu'un bateau, c'est excessivement massif, c'est très gros. Puis, une des sources de bruit, c'est le bruit de machinerie. Donc, ça, c'est le bruit qui est dans la salle des machines. Donc, c'est la même chose qui se passe dans votre voiture quand vous avez votre moteur qui devient dérangeant quand vous roulez trop vite sur l'autoroute. Donc, pour comprendre ça, le bruit de machinerie, souvent les moteurs qui sont des engins qui sont très, très, très volumineux. Là. Certains moteurs, ça peut être 2 étages de haut dans les plus gros bateaux. Donc, c'est très, très, très massif. Ça émet beaucoup de bruit, beaucoup de vibrations. Puis souvent, comme on voit sur la figure, les moteurs sont fixés directement à la coque du bateau. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, supposons qu'on a un moteur. Donc ici, on a un moteur, 2 temps ou 4 temps, vous choisissez. Si on prend ce moteur-là, puis il commence à vibrer, ça fait beaucoup de bruit sur la coque du bateau. Donc, vous l'avez tout entendu. C'est un peu le même principe qui se produit quand un moteur est directement fixé sur l'acier dans un bateau. Donc, les solutions qui sont utilisées pour réduire ça, c'est des technologies de contrôle de bruit puis de vibration. Puis, une de ceux-là, vous la connaissez toutes, c'est les amortisseurs, donc les chocks que vous avez sur votre vélo de montagne, ou ça peut être aussi les suspensions que vous avez dans votre voiture. Donc, je vous laisse imaginer que si vous roulez à Montréal dans les cratères lunaires, dans les rues, puis que vous n'avez pas de suspension, ça va être très, très, très dur pour le popotin. Donc, l'objectif de cette technologie-là, c'est de passer de ça à ça. J'avais jamais mis un moteur en avant. C'est particulier. Puis, ces technologies-là, l'objectif, c'est de réduire le bruit. Puis, souvent, les armateurs de bateaux, ils ne connaissent pas vraiment la performance de ces technologies-là. Donc, souvent, on arrive puis on leur dit « Salut, j'ai une solution qui coûte 1 million de dollars à installer sur ton bateau, mais je ne sais pas combien de décibels, donc combien de réduction tu peux obtenir en l'installant. » L'armateur, il est un peu dépourvu, puis il est peu incité à vouloir incorporer cette technologie-là. Puis, il y a vraiment pas un besoin, une envie de leur côté de vouloir être plus silencieux, être meilleur d'un point de vue environnemental. Puis, il y a des incitatifs financiers aussi pour les aider à faire ça. Les aider, les pénaliser plus que d'autres choses. Puis, le port de Vancouver, c'est un des ports, le seul port, en fait, au Canada qui permet de faire ça. Donc, plus les navires sont silencieux, meilleurs sont leurs scores de performance environnementale, puis moins ils vont payer cher de taxes au port. Donc, c'est un des incitatifs financiers. Donc, moi, l'objectif de mon projet, c'est d'essayer de déterminer c'est quoi la performance, donc la partie décibels du ratio coût-bénéfice. Donc, pour 10 $ investis, combien de décibels je peux espérer aller chercher? Ça, c'est un chiffre qu'on ne connaît pas pour la majorité des technologies installées sur les bateaux actuellement. Donc, je vous ai mis un bateau ici. J'ai mis 225 mètres. Ça, c'est la longueur maximale des bateaux dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, je vous laisse imaginer que faire des mesures là-dessus, c'est très, très, très complexe. Il faut mettre des capteurs sur le bateau, il faut embarquer sur le bateau, passer une semaine à manger de la nourriture, vivre avec des marins. Il faut aussi mettre des capteurs dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, je vous laisse imaginer que mettre un microphone sous-marin dans le fleuve Saint-Laurent en plein février dans la glace, c'est assez complexe. Donc, nous, dans mon projet, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va prendre une section du bateau. Donc, on va prendre la salle des machines, puis on va en faire un modèle réduit. Donc, ça va être vraiment plus simple de faire ces mesures-là. Mon dessin est à l'échelle. Donc, nous, on a une plateforme de 3 mètres de long que je vous présente ici. Donc, qu'est-ce que c'est? La structure que vous voyez en gris, c'est l'équivalent de la coque du bateau, si vous voulez. Donc, c'est une structure d'acier qui permet d'accueillir des matériaux. Donc, ce que vous avez au fond, qui est tapissé dans le fond de la plateforme, c'est de la laine de roche, en fait. Donc, c'est un matériel insonorisant qui permet d'atténuer le bruit, comme on a, par exemple, dans les studios d'enregistrement. Puis, le module central que vous avez, ça serait l'équivalent du moteur, si on veut. Fait qu'on peut reproduire le bruit de machinerie puis reproduire le bruit qu'un moteur fait dans un bateau. Donc, avec cette plateforme-là, on peut la prendre puis la mettre dans un bassin de plongée, donc une longue piscine tranquille, comme on pourrait dire. Puis ce bassin de plongée-là, il permet de faire des mesures dans un environnement contrôlé. C'est beaucoup plus simple que ce qui se passe sur le fleuve Saint-Laurent. Puis avec cette plateforme, on peut quantifier la performance de ces technologies-là, faire des mesures avec la technologie, sans la technologie, faire la différence, puis obtenir la performance.
pourquoi c'est important? Ben, c'est qu'au Québec, on a ce qu'on appelle la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, ça, c'est la carte des navires en temps réel à chaque jour. Ben, en temps réel, en fait, qui circulent sur le fleuve. Donc, ici, probablement qu'il y a 8 articles sur 10 que vous portez sur vous, n'ont pas été transportés par camion ou par train. Ça a été vraiment fait par bateau parce que 80% de l'économie des Grands Lacs et du Nord-Est américain repose sur le transport maritime. Donc, c'est vraiment pas négligeable la quantité de bateaux. C'est plus de 8000 navires par année qui sont sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a vraiment un besoin de réduire ce bruit-là. Puis moi, ben, j'espère qu'avec mon projet, j'apporte en fait mon humble contribution pour réduire le bruit de machinerie puis améliorer la qualité de vie de la faune marine pour faire du fleuve un long fleuve tranquille. Merci. Est-ce qu'on avait des questions? Vas-y. Oui, donc la question, c'est est-ce qu'on travaille avec d'autres, on fait de l'interdisciplinarité, en fait, est-ce qu'on travaille avec les biologistes puis d'autres partenaires dans le milieu? Nous, on est plus concentrés sur la partie génie mécanique de la chose, si on veut, fait qu'essayer de quantifier la performance. Il y a des personnes qui travaillent, moi j'ai travaillé en fait avec Innovation Maritime, qui est une entreprise à Rimouski. Ça, c'est la partie plus ingénierie, si on veut, puis il y a la partie avec Lucor puis l'ISMER qui sont à Rimouski, qui eux autres travaillent plus sur l'impact sur justement la faune marine d'un point de vue biologique, océanographique. Mais ça dépasse un peu le cadre de ma maîtrise, mais c'est des projets qui sont quand même en parallèle de mon projet de maîtrise, en fait. Ouais. Il y a une question juste ici. Oui, donc la question, c'est est-ce que c'est possible d'annuler le bruit et les vibrations, de faire du contrôle actif, dans le fond, comme on appelle, là, comme ce que vous avez dans vos casques d'écoute qui permettent de supprimer le bruit ambiant. C'est possible pour certaines machines, mais c'est une technologie qui est très, très, très coûteuse. C'est difficile d'implémenter ça. Puis actuellement, l'industrie maritime sont plus orientées vers des technologies plus safe, là, si on veut. C'est vraiment ça qui se passe. Puis du contrôle actif aussi, il faut que tu sois plugué sur un moniteur externe, il faut que tu aies un actionneur mécanique. Bref, d'un point de vue de l'ingénierie, c'est vraiment plus compliqué d'installer ça que de mettre de la laine de roche, par exemple. On a-tu le temps? C'est ça, je suis en train de... OK, une dernière question. Oui, la question, c'est est-ce qu'on a touché à tout ce qui est bateau de plaisance? Moi, mon projet, non, on ne l'a pas fait, mais il y a plusieurs... moi, en fait, mon projet, c'est plus de faire le modèle réduit, si tu veux, puis de quantifier cette performance-là. Mais il y a d'autres projets avec Innovation Maritime, justement, qui tentent de caractériser le bruit de ces bateaux de plaisance-là. Il y a le projet Mars, là, si ça vous intéresse, c'est un projet de mesure acoustique qui est au large de Rimouski, qui est le plus gros projet du genre au monde, en fait. Donc, ce genre de projet-là, ça permet de mesurer la signature acoustique de plusieurs bateaux. Donc, je te référais à leur site, c'est Mars Marine Acoustic Research Station pour plus d'informations. Super, merci Marc-André. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler d'acoustique ce soir parce qu'il nous reste encore une présentation. Donc, ça va être le temps d'Olivier Robin. Là, je vous le dis tout de suite, faites pas le saut. Il aime ça parler, fait qu'on lui a donné 10 minutes de présentation, pas juste 5. Donc, Olivier Robin est professeur adjoint au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke et il a cumulé plus de 20 ans d'expérience dans l'acoustique. Et il vient nous présenter ce soir un projet de BD qui lui tient à cœur. C'est ça qui est bien avec les acousticiens, c'est les moins bons pour récupérer le microphone quand il est sur le stand. OK. Avant de parler, j'aimerais qu'on souligne le travail exceptionnel des gens qui ont présenté ce soir. Parce que les personnes qui ont présenté ce soir devant vous, on les a vues avec Sophie il y a 3 mois maintenant. Et ils nous ont fait une présentation comme il ou elle fera en congrès. Puis je pense que ce soir, ils vous ont montré qu'ils étaient capables de vous jaser des choses, de leurs projets. Et s'il vous plaît, applaudissez-les parce que c'est pas facile. C'est pas facile à faire. Et ça prend à ça. Alors,
moi, je trouve que ce qu'on fait ce soir, c'est un peu du théâtre. On pourrait dire du stand-up, peu importe comment vous voulez le dire, mais ça ressemble un peu à ça. Moi, je suis professeur en génie mécanique, mais je suis aussi BDiste. J'ai plusieurs métiers dans ma vie. J'espère être musicien un peu plus tard, quand j'aurai plus de temps dans ma vie. Et je crois que dans la vie, enfin, j'ai un souhait très, très personnel. J'aimerais bien qu'on arrête la dichotomie entre les arts et les sciences. J'en ai un peu marre que quand c'est le temps d'aller aux études universitaires, on doit choisir entre moi j'aime ça les arts ou moi j'aime ça les sciences. Ça fait aucun sens. J'aime la science et j'aime les arts. Et je pense que beaucoup de personnes, c'est comme ça. Okay, et je vais passer tout de suite à la... Bon, non, on va rester comme ça. Vous voyez pourquoi ils m'ont donné plus de temps? Mais je pense que l'image, c'est chouette pour expliquer les choses. Je pense que l'image, c'est chouette pour expliquer les choses. Et j'ai eu la chance, en tant que professeur, d'avoir un financement des fonds de recherche du Québec, que je remercie parce qu'ils nous soutiennent ce soir. Et je me suis dit, mais est-ce que, pour expliquer ma science, l'acoustique, on ne pourrait pas faire une BD? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire parler des gens qui font de la recherche et des gens qui font des dessins, des BDistes? Et qu'est-ce que ça donnerait si on mettait ces personnes-là ensemble? Des gens qui sont au doctorat ou à la maîtrise, et puis des gens qui font des arts et de la BD. Alors, mon métier, c'est l'acoustique, et ça ressemble... Alors, ouais, peut-être regarder là-bas, ça va être plus simple. Ça, c'est historique, ça s'appelle la roue de Lindsay, ça s'appelle la roue de l'acoustique. C'est quelqu'un qui, il y a 60 ans, a dit « Le problème avec l'acoustique, c'est que les gens ne comprennent pas la portée de notre science. Les gens ne comprennent pas que l'acoustique... » Puis là, je vais faire un sondage rapide pour vous. C'est quoi l'acoustique? Ça sert à quoi, l'acoustique? Tu penses au son? Qui dit quoi? Allez-y, hein. Ouais, vas-y. Ouais, vibration et... L'ambiance. Souvent, on me dit, moi, quand je dis je fais de l'acoustique, on me dit, ah, cool, tu fais de la musique? Alors oui, j'aimerais beaucoup en faire plus, mais c'est pas que ça. L'acoustique, c'est-à-dire, on m'a vu dans le ventre de ma mère parce qu'on fait de l'échographie. Et c'est des ultrasons. Et dans le domaine médical, on utilise énormément l'acoustique. L'acoustique, ça ne vous a pas pris 2 secondes. Tantôt, il y a quelqu'un qui a dit « Je viens de France, vous avez dû vous en rendre compte. » Ça ne vous a pas pris 1 demi-seconde pour vous rendre compte que j'avais un accent. Okay, l'acoustique, c'est la communication. Je parle, on s'entend. Et puis, il y a des speakers, il y a un microphone. C'est des milliards de choses. Marc-André en a parlé, c'est l'océanographie, c'est le bruit des transports, c'est 1 milliard de choses. Et en fait, on n'arrive pas à faire comprendre que notre science, elle est très transversale et qu'elle touche plein de personnes. Fait qu'on s'est dit, il faut le montrer avec des dessins. Fait qu'on a transformé, et puis là, je peux demander à mes amis de Bistro Brain, que je remercie pour l'organisation d'ailleurs de la soirée, oui, c'est important. C'est important parce que si on n'avait pas ces structures qui prennent le temps et autres, on n'y arriverait pas à faire ce qu'on fait ce soir, là, toutes et tous. Donc ça, c'est important. Alors, on a fait un magazine et on a dit, déjà, plutôt que d'avoir une roue de l'acoustique, qui est un truc assez intéressant, mais assez plate, je m'excuse, mais j'aime beaucoup M. Lindsay, il a fait quelque chose de formidable, mais c'est des mots. C'est des mots dans des cercles. C'est dur de comprendre. Donc, on a fait des dessins. On a fait des dessins et on a essayé d'expliquer ça. Et quand on zoome à certains endroits, on peut voir les gens dans leur lieu de travail, qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, quand vous allez au cinéma, là, quand c'est écrit Dolby Surround, il y a des gens qui ont travaillé 30 ans pour qu'on ait un son Dolby Surround. C'est des choses qui nous touchent dans la vie de tous les jours. Donc, on a créé ça. Et vas-y, Alexis, tu peux commencer à le distribuer. Je suis content de vous offrir, alors j'en ai ramené une 50aine d'exemplaires. On a fait un magazine. On a fait un magazine comme, tu sais, moi je lisais beaucoup ça quand j'étais jeune, tu sais, un magazine, alors on pourrait dire Picsou ou plein de choses comme ça, mais il y a les débrouillards aussi. Je pense que pas mal de monde a lu les débrouillards. Puis, tu sais, c'est cool. On lit les débrouillards et on voit des choses. Donc, on a mis dans ce magazine-là, qu'est-ce que ça veut dire l'acoustique? Et puis, on a fait parler des gens qui sont au doctorat, à la maîtrise, avec des BDistes, parce que ces personnes-là, elles ont dû expliquer à un ou une BDiste, « Ok, moi, je travaille là-dessus. » La personne la regarde et fait, « Ok, je comprends rien. Peux-tu m'expliquer, s'il te plaît ?» Et on a pris le temps, et on leur a laissé le temps pour jaser de c'était quoi. Donc, ça ressemble à ça. Vous avez des histoires, donc vous pouvez les trouver. Ça, c'est la toute première, où on explique c'est quoi une histoire de recherche, qu'est-ce que je fais. Donc, il y a 4 universités du Québec qui sont là-dedans. Et on a laissé le temps à des gens qui sont des artistes ou plutôt des scientifiques de redécouvrir que l'artiste est un peu scientifique et puis le scientifique est un peu artiste également.
Donc on leur a permis de faire ça. Donc, et puis vous inquiétez pas, c'est pas payant. Hein. Il n'y a pas une caisse à la sortie c'est gratuit. Et oui, bah oui, ça on est d'accord. Mais je le redis, c'est important. On a laissé le temps à ça. Et puis on a mis des histoires de recherche qui permettent de montrer qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. On a rajouté là-dessus quelques planches didactiques où on montre une petite chauve-souris sympathique et un éléphant rigolo qui nous explique c'est quoi la base de l'acoustique et les fondamentaux. Et puis, juste vous dire, et c'est exactement ce que je veux faire ce soir, là, j'essaie de vous transmettre un morceau de savoir. Je vous donne quelque chose que vous allez pouvoir ramener chez vous. Vous allez pouvoir prendre le temps de lire. Et moi, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Vous voyez, j'ai mis plein de photos. J'ai rencontré du monde, des gens du Festival des Harmonies, des jeunes qui viennent à Sherbrooke chaque année. Il y a 8000 jeunes qui viennent pour le Festival des Harmonies, qui font de la musique. Mais moi, étant musicien, on ne comprend pas trop comment fonctionne notre instrument. Fait qu'on les a emmenés dans notre labo, on leur a montré, on leur a donné à lire. J'ai rencontré des gens de l'université du 3e âge, on est allé au Festival de BD de Montréal. Et ça conclut bien ce que je voulais dire. Je pense que la communication scientifique et ce qu'on fait ce soir, c'est avant tout un moment de rencontre. C'est avant tout un moment de rencontre, de dialogue, et où on va exactement à l'inverse de ce que certains dirigeants ou certaines instances veulent nous faire croire. La science, c'est plural. La science, je suis certain que vous êtes là ce soir et vous avez envie, vous êtes curieux, curieuse de savoir des choses. Et c'est bien que les scientifiques, les gens qui sont en recherche, prennent le temps de vous expliquer ça parce qu'on en a besoin et on aime ça. Voilà, merci et bonne lecture. Et je suis à l'heure. Bravo, Olivier. Est-ce qu'il y avait des questions pour Olivier? Sur la BD, l'acoustique, la communication scientifique. Ah ben là... Oui, vas-y, excuse, je te vois pas. Combien de temps ça prend un travail comme ça? C'est une bonne question. Pour y répondre, je pourrais tout de suite te renvoyer vers le congrès auquel j'ai participé la semaine dernière, qui s'appelle Science en récit, science en image, qui est un congrès qui se passe à Angoulême, en France. Je l'ai chiffré. C'est à peu près entre 15 et 20 heures de travail commun, que ce soit de la part des étudiants, des étudiantes et de la part des BDistes. C'est assez clair que c'est 15 à 20 heures de travail global de part et d'autre. Ce qui compte, c'est de mettre les gens en commun. Après, le reste, ça se fait bien. Alors, si on met une vingtaine d'heures, c'est 2/3 d'une semaine. Mais j'espère que ça répond à la question. Mais grosso modo, c'est ça que ça prend. Non, chaque histoire dessinée de 3 pages a représenté à peu près 20 heures de travail du côté des étudiants et des étudiantes et 20 heures de travail du côté des BDistes. Donc, au total, une 40aine d'heures par histoire. Il y en a combien dans la BD? Il y en a 8. Bon, je vous laisse faire le calcul. Ça fait quand même pas mal de temps. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, vas-y. L'interaction entre les arts et la science, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Hein? Par mes intérêts aussi. Est-ce que c'est un champ qui est étudié? Est-ce que si je décidais de rechercher là-dessus en fin de semaine, est-ce que j'aurais de la facilité à trouver des études là-dessus ou ça serait difficile? Donc, je reformule la question. Art et sciences, ça t'intéresse? Est-ce que c'est facile de trouver des ressources, des choses qui se font? C'est un peu ce que disait Sophie, et ça fait bien la boucle. Ça monte de plus en plus. Je pense que beaucoup de personnes en ont assez, qu'encore une fois, il y ait cette séparation art et sciences. Il y a beaucoup de gens qui sont au doctorat ou à la maîtrise en génie, en sciences, puis qui ont fait beaucoup de musique, beaucoup d'art avant. Et inversement, il y a des gens qui ont fait des arts, mais qui ont fait de la science avant. C'est simplement qu'on est en train de dire sociétalement qu'on commence à en avoir assez, on aimerait bien. Les ressources, par contre, je te dirais que ce n'est pas toujours facile. On essaie de les regrouper de plus en plus, mais la bonne nouvelle, c'est que ça monte de plus en plus. Et que j'ai fait des sondages pour finir. Tout le monde est unanime, c'est-à-dire j'ai demandé aux jeunes étudiants, étudiantes ou aux BDistes, mais avez-vous le goût de continuer? Puis la réponse est comme oui, j'ai adoré ça, s'il vous plaît, donnez-moi encore. Donnez-moi la possibilité de le faire encore et encore. Fait que je pense que ça va dans la bonne direction. Oui. Parce qu'en fait, c'est un truc qui est en vraiment en pleine ébullition. Et ce qui commence à changer, c'est les organismes subventionnels. Bon, et dans le domaine de la science, le chercher tout le bâtard, mais il y a aussi les subventions culturelles.
Donc, juste peut-être pour que toute la salle ait suivi, ce que Sophie disait, c'est qu'il y a de plus en plus aussi d'efforts qui sont mis du côté des organismes subventionnaires pour donner finalement de l'argent à ce genre d'opportunités-là, finalement, qui mêlent art et sciences. Oui, et c'est important, et je le redis, il faut remercier les fonds de recherche du Québec parce que c'est eux qui ont financé cela. Et ce soir, quelque part, je me sens légitime de vous redonner ça. C'est pour ça que c'est gratuit. C'est financé par aussi les impôts. C'est des subventions qui... Non, mais c'est la vérité. Et ça revient à ça, et on essaye de vous redonner ça. Et je pense que c'est ça les bonnes bases pour établir le dialogue entre la science et la société. Désolé, je suis un petit peu trop... Mais ça va. J'y crois. Ouais, dernière question. Est-ce que tu aurais des anecdotes croustillantes sur l'acoustique, genre des fun facts, des trucs que toi, qui t'ont marré Un fun fact, Olivier. Un fun fact sur l'acoustique. Parce que sinon, il va en parler pendant 3 heures. Waouh, c'est vraiment dur comme question. Donc, on me demande, as-tu un fun fact sur l'acoustique? Je vais donner exactement le conseil que j'ai donné à mes étudiants et étudiantes ce matin. Utiliser son oreille. En fait, il n'y en a pas tellement de fun facts si on écoute son instinct, parce que notre oreille est le meilleur capteur de l'acoustique. Et il faut entendre ça, parce que oui, dans mon tout premier stage, c'est un peu vieux parce que c'était en 2001, donc je commence un petit peu à... Mais en fait, on est venu voir quelqu'un, à l'époque c'était à Paris, et une personne qui se plaignait d'entendre du bruit. En fait, on s'est rendu compte en venant, puis en faisant des mesures, qu'il n'y avait pas vraiment de bruit autour de l'appartement de cette personne, et que malgré toutes les mesures qu'on avait faites, la science disait quelque chose, mais nos appareils disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de bruit. Et en fait, le résultat de tout ça, et ce n'est pas vraiment un fun fact, mais je pense que c'est bon, c'est qu'en fait, on a dû simplement dire à quelqu'un, vous savez, en fait, nos instruments disent qu'il n'y a pas de bruit. Et en fait, vous avez peut-être une problématique de bruit qui est soit liée à un acouphène, soit liée à autre, et finalement, on a convié les sciences humaines et sociales, parce qu'en fait, encore une fois, on n'était pas à dire à quelqu'un, madame, vous délirez complètement, c'est pas ça. Non, on a dit clairement, vous voyez, nous, on a ça, et on est arrivé à un consensus où cette personne a dit, je suis contente, parce qu'en fait, vous m'expliquez que ce que j'entends, c'est pas réel, et que j'ai peut-être un travail à faire avec d'autres spécialistes ou autres, et c'était très consensuel, et je suis content d'entendre ça, parce que ça me montre que ma science peut être et une science physique, et une science humaine, et une science sociale. Merci pour ta question, ça me permet de finir là-dessus. Merci, Olivier. Donc, avant de terminer cette soirée, j'ai quand même quelques petits remerciements à faire. Donc, d'abord, merci à vous, cher public, d'avoir été présents ce soir. On est à peu près 80 personnes. On peut s'applaudir quand même. Ensuite, je voudrais remercier tous nos présentateurs et présentatrices de ce soir, donc qui ont fait un très bon travail de venir vulgariser leur recherche dans un temps très court. Donc, merci à vous, puis merci à Sophie et Olivier pour cette collaboration encore une fois. Ensuite, remerciements à nos chers bénévoles, donc sans qui ces soirées ne seraient pas les mêmes. Donc, on a Loïc et Laurie à la captation, on avait Eva et Alexis à l'accueil et Émilie et Anaëve à la technique. Et Gaël à l'animation. Gaël. Merci Alexis, merci. Donc, je voudrais encore une fois remercier nos commanditaires pour cette soirée. Donc, il y avait le REMDUS, le SAREUS, le vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke, le Musée de la nature et des sciences et le SAREUS. Puis aussi remercier encore une fois donc, les fonds de recherche du Québec et l'UMEN, grâce à qui vous avez pu avoir donc, ces BD gratuitement aujourd'hui. On peut tous les applaudir. Je voudrais aussi prendre le temps de remercier le Boc et Bière qui, encore une fois, est là, nous accueille comme à chaque événement et donc qui rend finalement nos événements encore plus spéciaux. Donc, ce soir, on avait, attendez, là, je les ai notés, je m'excuse, je les ai oubliés. On avait Andy, je m'en rappelle parce qu'elle est tout le temps là, mais ça, c'est facile. On avait Andy, Tristan et Léandre au service et on avait José en cuisine, donc on peut les applaudir très fort.